la une de l'actualité, l'Île-de-France sera-t-elle bientôt confinée? Pour Jean Castex, la situation est critique. Le Premier ministre prévient, le moment est venu d'envisager des dispositions pour la région parisienne. L'Agence européenne des médicaments reste fermement convaincue des bénéfices du vaccin AstraZeneca contre le Covid-19. C'est le message adressé ce mardi par le régulateur européen après la suspension dans une quinzaine de pays de l'utilisation de ce sérum. Le signalement de plusieurs cas de thrombose avait poussé les gouvernements à appliquer le principe de précaution. Et puis ces attaques terroristes au Niger, au moins 58 personnes ont péri à Tillabéri, dans la zone des 3 frontières. Un convoi de voyageurs ainsi que plusieurs villages ont été visés par des hommes armés, jusque-là non identifiés. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus dans ce journal. La pandémie de coronavirus et les franciliens qui s'attendent à de nouvelles restrictions de déplacement. Les dernières déclarations du Premier ministre Jean Castex ne laissent que peu de doutes quant à un renforcement des mesures sanitaires. L'annonce pourrait être faite à l'issue du Conseil de défense qui se tient dans la matinée à l'Élysée. Elliot Samuel. Très parti. Reconfinées ou pas, certaines régions, dont l'Île-de-France. Toute la soirée de mardi, Emmanuel Macron a consulté le conseil scientifique, puis les responsables de la campagne de vaccination. Car désormais, les chiffres sont là pour le confirmer. Avec près de 419 cas pour 100 000 habitants, Paris et sa région ont franchi la zone d'alerte, celle dont parlait Jean Castex ce dimanche. Le Premier ministre ne le cache plus, un reconfinement au moins le week-end est de plus en plus envisagé pour l'Île-de-France. Très clairement, des mesures du type de celles que nous avons utilisées ou auxquelles on a eu recours dans les autres parties du territoire sont très clairement sur la table ce soir. Et il me semble, en tout cas, qu'effectivement, le moment est venu pour envisager des dispositions pour la région francilienne. Le Premier ministre emploie désormais le terme de troisième vague. Elle est très visible sur cette courbe. Le taux d'occupation des lits de réanimation en Île-de-France dépasse les 100%. Pour de nombreux médecins, il est urgent de prendre de nouvelles restrictions. Mieux vaut tard que jamais. Il est temps de reconfiner pour reprendre le contrôle sur l'épidémie. Et c'est la seule mesure qui permettra de réduire les tensions sur les services de réanimation, et c'est-à-dire qui permettra de préserver des vies, parce que c'est de ça dont il s'agit. Ce mercredi, un conseil de défense doit se tenir à l'Élysée. 2 autres régions sont aujourd'hui au-dessus du seuil d'alerte, les Hauts-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ces images du premier confinement ont désormais 1 an, une situation qu'une partie du pays redoute de revivre. Et ce qui complique la situation, c'est bien sûr la présence de variants. Il y a la souche anglaise et désormais aussi un variant breton. Il a été découvert dans les Côtes-d'Armor sur 8 patients décédés. Et il est plus difficile à détecter par les tests PCR classiques. Sandrine Aramon. Le variant breton a été détecté derrière ces murs, au sein d'un cluster à l'hôpital de Lannion. 79 personnes infectées, dont 8 porteuses d'une nouvelle souche. Les 8 personnes gravement atteintes sont depuis décédées. Les autorités se veulent néanmoins rassurantes. Il n'y a pas de lien établi de causalité entre ces décès, parce qu'encore une fois, c'était des patients qui étaient hospitalisés, des patients qui étaient pour la plupart d'entre eux âgés et qui, pour la plupart d'entre eux, présentaient des comorbidités. Fait inédit, le variant breton échappe au test PCR classique. Seule une sérologie a permis de l'isoler. Selon la Direction générale de la santé, les premières analyses ne permettent de conclure ni à une gravité ni à une transmissibilité accrue. La souche bretonne est classée dans les variants sous surveillance. Un variant, quand il augmente en présence, il devient majoritaire, il prend la place de l'autre. C'est comme ça dans l'histoire des virus. Donc on ne sait pas si les variants sud-africains, brésiliens et a fortiori bretons vont pouvoir prendre une place dominante, mais c'est une des possibilités non négligeables de scénario qui compliquera les choses. En attendant, ce variant breton ne semble pas troubler outre mesure les habitants de Lannion. S'il y a d'autres cas effectivement qui sont annoncés, qui sont extérieurs au milieu hospitalier, ouais, peut-être que les gens vont faire un peu plus attention. Si c'est bien géré, il n'y a pas de raison que ça s'étende. Je me dis qu'on ne s'en sortira pas si chacun ne respecte pas parce que les gestes barrières, et on voit de plus en plus de gens qui se promènent sans masque.
Mais un tour de vis est annoncé. Le port du masque est étendu à l'ensemble du département des Côtes-d'Armor. Par ailleurs, une enquête sera menée pour mieux connaître la circulation du variant breton. Ils permettront peut-être de freiner les contaminations. Les autotests sont désormais autorisés en France. La Haute Autorité de Santé vient de donner son feu vert. Les personnes de plus de 15 ans sans symptômes pourront les utiliser. Un test antigénique qui, s'il se révèle positif, devra faire l'objet d'une confirmation par test PCR. Les autotests sont déjà disponibles en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas et depuis quelque temps en Angleterre. La campagne de vaccination en Europe a connu un sérieux coup de frein avec la suspension dans de nombreux pays du vaccin AstraZeneca. Plusieurs cas de thrombose chez des personnes vaccinées ont été signalés, mais pour le laboratoire suédo-britannique, il n'y a pas de lien avéré. L'Agence européenne des médicaments se montre rassurante et reste fermement convaincue des bénéfices du vaccin. Axel Simon. AstraZeneca suspendu au nom du principe de précaution dans une quinzaine de pays européens, dont la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Cas particulier en France, le retrait provisoire d'AstraZeneca est suspendu à l'avis jeudi de l'Agence européenne du médicament sur son innocuité. Des décisions nationales qui font suite à des signalements de problèmes sanguins détectés chez des personnes vaccinées, tels que des thromboses et la formation de caillots. Le signalement concerne 37 personnes en Europe. Y a-t-il donc lieu de s'alarmer? Selon les scientifiques, en moyenne, une personne sur 1000 souffre d'une thrombose chaque année. On estime à 17 millions le nombre de personnes ayant reçu le vaccin AstraZeneca à travers l'Europe. Avec 37 cas de thrombose sur des personnes vaccinées, le chiffre est inférieur à la moyenne. C'est ce que confirme ce mardi l'Agence européenne du médicament, pour qui le lien n'est pas avéré entre la survenance de thrombose et l'administration du vaccin. À l'heure actuelle, rien n'indique que la vaccination ait causé ces problèmes. Ils n'ont pas été mentionnés dans les essais cliniques et ils ne sont pas répertoriés comme effets secondaires connus ou attendus. Le régulateur européen a par ailleurs réaffirmé que les bénéfices l'emportent toujours sur les risques liés au vaccin. Nous sommes toujours fermement convaincus que les avantages du vaccin AstraZeneca dans la prévention du Covid-19, avec son risque associé d'hospitalisation et de décès, l'emportent sur le risque de ses effets secondaires. Les analyses se poursuivent à l'échelle nationale comme au niveau européen. Le comité de sécurité de l'agence a annoncé qu'il devrait arriver à une conclusion définitive lors d'une réunion spéciale ce jeudi. Et au Brésil, la pandémie ne cesse de s'aggraver. Les autorités ont enregistré une hausse inédite des décès, 2841 lors des dernières 24 heures. Le Brésil est le deuxième pays le plus endeuillé au monde, avec plus de 280 000 morts depuis le début de la crise. Et c'est une crise sans fin cette fois. Au Liban, la livre libanaise a atteint mardi un plus bas historique sur le marché noir. Elle frôle les 15 000 livres pour $1. Une situation intenable pour les habitants. Certains ont laissé éclater leur colère une nouvelle fois ce mardi, bloquant des routes à travers le pays, tandis que de nombreux commerces sont fermés face à l'envolée des prix. Écoutez ce manifestant. بنزين غلي اكل شرب غلي كل العالم جاءت انا ما بعد اكل وما تشرب بار رحت العالم حتموت العالم جاءت مريضه. Une crise dans la crise. On reste au Liban, justement, où vivent plusieurs milliers de réfugiés syriens. Ils sont disséminés dans les villages, notamment dans la vallée de la Bekaa. Nos reporters James André et Max Ahawad se sont rendus à Karoun, une localité dont la population a doublé avec le conflit syrien. Et vous allez le voir, avec le temps et la crise économique, des tensions commencent à apparaître. Karoun est situé tout au sud de la vallée de la Bekaa, à quelques kilomètres de la frontière syrienne. Ici, la population a doublé depuis le début de la crise syrienne. 5000 résidents pour 5000 réfugiés. Ils font du sport avec nous. On est ensemble dans les mariages et les enterrements. Ils font partie de la vie sociale du village. Voici l'un des camps. Les réfugiés ont été accueillis à bras ouverts il y a 10 ans de ce village à majorité sunnite. Les propriétaires ont mis leurs terres à leur disposition. Et puis, le temps est passé.
La tension augmente parce que les gens viennent nous demander d'enlever les tentes pour récupérer leurs terres. Mais on est incapable de le faire. En réalité, nous sommes en première ligne. Une tension encore exacerbée par la crise économique. La livre libanaise s'effondre et le pouvoir d'achat des Libanais avec. Maintenant, on voit que les Syriens ont plus de moyens que les Libanais. Ils achètent au magasin de téléphonie parce qu'ils reçoivent de l'argent et ils travaillent. Nous, on n'a ni travail ni aide. Le Libanais aujourd'hui se demande « Je suis dans un pays, je paie des taxes, je donne beaucoup à l'État, mais je ne trouve pas de travail et je ne reçois rien de l'État. » Au supermarché, les clients locaux doivent désormais scruter les prix. Malgré la crise, la présence des réfugiés syriens a aussi ses avantages. On ne peut pas leur demander de partir, ils sont indispensables. C'est une main-d'œuvre nombreuse et efficace, au supermarché, pour le ménage et dans les champs. Pour l'heure, la plupart des réfugiés syriens préfèrent rester de ce côté de la frontière pour des raisons à la fois économiques et sécuritaires. Le problème pour ce village, c'est que cela veut dire qu'il n'y a pas de fin de crise en vue. À la une également, la région de Tillabéri au Niger, théâtre d'attaques meurtrières. Un convoi de voyageurs a été pris d'assaut par des hommes armés. Des villages ont aussi été visés, des greniers à grains incendiés. Au moins 58 personnes ont perdu la vie. Ces attentats n'ont pas encore été revendiqués. Les précisions de notre correspondant dans la région, Kalidoussi. Plusieurs attaques se sont déroulées ce lundi 15 mars près de Bani Bangou dans la région de Tillabéri. Selon le communiqué du gouvernement nigérien, la première attaque a eu lieu en début d'après-midi lorsque des individus armés ont ciblé un convoi de 4 véhicules qui revenaient du marché de Bani Bangou près de la frontière avec le Mali. D'autres attaques ciblant des villages alentours se seraient déroulées plus tard dans cette même journée de lundi selon des sources sécuritaires. On déplore 58 morts, dit le bilan officiel, situé dans la zone dite des 3 frontières, entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali. La région de Tillabéri est depuis ces dernières années attaquée par des groupes djihadistes. Rappelons que dans cette même région de Tillabéri, le 21 février dernier, jour du deuxième tour des élections présidentielles, 7 membres de la Commission électorale nationale indépendante avaient perdu la vie lorsque leur véhicule sautait sur une mine artisanale près du village de Waraou. Un mois plus tôt, le 3 janvier dernier, un double attentat visait les villages de Tchambangou et Zarmadourey, causant la mort d'au moins 100 personnes. Le gouvernement nigérien avait alors annoncé l'envoi de renforts dans la zone, placée en état d'urgence depuis 2017, et où un important dispositif militaire a été mis en place avec l'appui des partenaires américains et français dans cette lutte contre les groupes djihadistes. Cette nouvelle attaque vient témoigner la situation sécuritaire toujours critique au Niger, dans la zone des 3 frontières, alors que dans l'extrême sud-est du pays sévit le groupe Boko Haram. L'Union européenne va adopter des sanctions contre des membres de la junte birmane. C'est ce qu'a indiqué le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian. Un conseil des affaires étrangères se tiendra lundi prochain à Bruxelles. Depuis le coup d'état militaire du 1er février, plus de 180 civils ont été tués et des centaines de personnes sont portées disparues dans le pays.